Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're crushing morning miles or sprinting through back-to-back meetings, give your body the energy, protein, and power it needs to help you conquer your goals. Only at Smoothie King. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, en amour, tu retombes toujours systématiquement dans les mêmes schémas ? Tu sais, ce genre de relation bancale qui te laisse vide ou hyper anxieuse alors que tout a l'air d'aller bien ? Moi, oui, et très souvent. Il y a quelques semaines, j'ai lu le livre de Sandy Kaufman qui s'appelle « S'ouvrir à l'amour » et franchement, ça m'a aidé à comprendre un tas de trucs. Ce que j'ai compris, c'est que mon anxiété en amour, qui était vraiment, vraiment chronique, c'était pas un bug. En fait, c'était un message. Mais ce message, moi, j'étais pas du tout équipée pour le décrypter. Et ce qu'elle explique, Sandy, dans ce livre, c'est comment notre système nerveux influence nos histoires. Pourquoi on s'attache, pourquoi parfois on flippe, pourquoi tout d'un coup on s'emballe de ouf. Elle nous donne des outils concrets pour repérer ce qui nous fait saboter nos relations, pour apaiser ce qui brûle trop fort à l'intérieur, et là je sais que tu vois exactement ce que je veux dire, se sentir plus sécure avec l'autre, et surtout et avant tout avec soi-même. Ce bouquin, il est super doux, il est clair, il est hyper bien structuré. Tu peux le lire et tu peux aussi faire les exercices qu'elle propose à l'intérieur. Tu peux écrire directement dans le livre. Et moi, ça m'a aidé à mieux comprendre comment j'aime et pourquoi je m'étais perdue parfois avant de rencontrer mon amoureux il y a 12 ans. Que tu sois en couple ou célibataire, tu vas t'y retrouver dans ce bouquin, j'en suis sûre. Tu peux le commander en librairie ou sur sandykaufman.ch/livre. Je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et tu peux aussi écouter son podcast qui porte le même nom, S'ouvrir à l'amour. Moi, je l'écoute souvent, je l'adore. Bref, tu me diras ce que t'en as pensé. Allez maintenant, place à l'épisode du jour. La thérapie a vraiment tout changé, tu vois, le simple fait, tu vois, de comprendre que quand elle me parle, elle avait juste besoin d'écoute et pas forcément que je trouve des solutions, tu sais, ce truc, nous les petits garçons, on était éduqués, dressés à être des héros, donc quand on nous raconte quelque chose, faut trouver des solutions, alors que la plupart du temps, souvent, que ce soit Noëlla ou d'autres partenaires que j'ai pu avoir, elles avaient juste besoin de parler et d'être écoutées. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Cédric. Salut Cédric, comment vas-tu ? Comment tu te sens ? Salut, ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, merci. Il y a quelques kilomètres qui nous séparent. Cédric, tu es à Bordeaux, je suis en Colombie pour la tournée du podcast. Donc c'est rigolo de faire cet enregistrement avec toi. Cédric, peut-être que certaines auditrices vont reconnaître ta voix, car tu es le créateur de Pas Patriarcal, le podcast de parentalité engagée pour les droits de l'enfant et contre le système patriarcal. Je précise que je ne connais pas grand-chose de l'histoire que tu vas me raconter, parce que tu as bien gardé le secret, et donc que je vais découvrir ça, tout comme les auditrices le découvriront quand l'épisode sera diffusé. Est-ce que tu es prêt, Cédric, à me livrer ta plus grande histoire d'amour ? Ah oui, la plus longue en plus aussi. Alors, avant ça, est-ce que tu peux s'il te plaît te prêter au rituel de Crush et te présenter en 5 hashtags ? Bien sûr, le premier hashtag c'est #papa, parce que je suis papa de 2 enfants, de Sarah et de Lucas. Sarah qui a 7 ans et Lucas qui a 16 mois, tu sais, je suis encore au moment où on parle en mois. L'autre hashtag, t'en as parlé, je pense que c'est #podcast pas patriarcat. Voilà, ce projet qui me porte depuis 2020 et qui a changé, qui change beaucoup de choses dans ma vie. Donc c'est assez fou et c'est à la fois cool en même temps. L'autre hashtag, ça serait #relation, parce que j'adore la relation au grand sens du terme, c'est-à-dire la relation à l'autre, la relation
à l'enfant, la relation avec le monde, la relation avec la société. J'adore les gens en général, j'adore écouter les histoires des gens. Peut-être pour ça que je fais des podcasts. Et, Ça nous fait pas mal de points communs, tout ça. Ben oui. L'autre hashtag, ça serait hashtag jouer, parce que j'adore jouer. J'adore jouer à tout un tas de jeux. Je suis par exemple un joueur de mahjong japonais qu'on appelle le Richi, voilà. Donc il y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup en France à le faire, mais Je sais pas ce que c'est. tu sais le mahjong, le jeu où t'as appris à faire des paires sur l'ordinateur quand t'étais peut-être plus jeune, ou peut-être aujourd'hui. En fait, tu gardes juste les tuiles, d'accord, parce que c'est pas du tout ça le principe. Donc tu prends le poker, tu prends le rami, tu mets les tuiles de mahjong que tu connais là. Et tu joues, voilà. Et c'est 4 joueurs autour d'une table, et joueurs et joueuses par ailleurs. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et le dernier hashtag, ça serait hashtag oser. Oser tout un tas de choses, oser être soi, oser prendre des risques, oser aussi parfois oser ne rien faire, tu vois. Enfin voilà, oser un peu tout le temps. Et oser aller à la rencontre de l'autre, si je comprends bien. Et oui, ça c'est une grande passion, ça. Alors, est-ce que tu peux me dire, avant qu'on rentre au cœur de l'histoire que tu vas me raconter, est-ce que tu peux me dire en quelques mots dans quel environnement familial tu as grandi, dans quel endroit, quel était le modèle de couple parental que tu as eu quand tu étais petit, et dans quelle mesure ça a influencé ta vision du monde et ta vision de l'amour quand tu entres dans la vie affective et amoureuse à l'adolescence? Moi, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Salbeuf, pas trop loin de Bordeaux, à 28 km de Bordeaux, dans l'Entre-deux-Mers, à la campagne, donc, dans un milieu populaire modeste, avec un père qui était employé des télécoms, donc à l'époque, les télécoms, enfin la PTT, les PTT, France Télécom, Orange, etc. T'as quel âge aujourd'hui, Cédric? J'ai 42 ans, moi. Il a fini par être... donc, je suis en 83. Ouais, on est de la même génération, j'ai 2 ans de plus que toi. Il a fini par être du coup ingénieur formation là-dedans, et ma mère, pareil, elle a été assistante maternelle, elle a été aide-ménagère puis auxiliaire de vie. Donc tu vois, pas des revenus mirobolants, etc. Donc est très très populaire même dans la culture, si tu veux, voilà, ce qu'on peut qualifier de beauf aujourd'hui ou même avant. Moi j'ai grandi dedans, tu vois, donc voilà. Donc couple hétérosexuel, j'ai une grande sœur de 3 ans, mon aînée. Dans le modèle relationnel, moi j'ai grandi avec des parents qui sont dans un couple très dysfonctionnel, qui sont encore par ailleurs, qui selon moi auraient dû se séparer il y a 40 ans, tu vois, juste après m'avoir fait, histoire que j'existe, mais ils auraient dû se séparer, je pense. Donc moi j'ai grandi avec face à moi un couple vraiment très dysfonctionnel, qui s'engueule tous les jours, qui prend les enfants à partie dedans, donc tu vois, avec pas mal de parentification dans la relation, etc. Des infidélités, des soupçons d'infidélité, des choses dont j'ai été témoin, enfin voilà, pas des trucs très sains. Oh, ça nous fait encore des points communs, ça. Est-ce que ça veut dire que le couple, toi, tu le vois comment, en fait, dans l'absolu? Et l'amour, ça te donne quelle image de l'amour à ce moment-là? Alors à ce moment-là, moi, le couple, je le vois comme une contrainte nécessaire. Parce que il faut faire des enfants, parce qu'il faut se marier, parce qu'il faut être en couple, de préférence avec une femme si t'es un homme. Il faut. Donc ça a l'air d'être vraiment relou. Et en même temps, il faut être en couple, mais c'est compliqué parce que tu ressens des choses très intenses. Des fois, t'es amoureux, mais tu peux pas trop le dire. Parce que sinon t'es vulnérable, et en fait dès que t'es vulnérable et quand t'es un garçon, on t'explique que c'est pas bien, donc c'est compliqué, et genre tu vas te retrouver adolescent à te cacher pour écouter Maria Carey, tu vois, ça va être plein de choses comme ça, tout ce qui va te faire ressentir des émotions proches de l'amour, du romantisme, etc. c'est pas quelque chose, c'est à la fois quelque chose que tu sais vers lequel tu dois aller, mais où tout le monde te dit que c'est pas ta place. Donc t'essayes d'apprendre à aimer en étant une espèce d'humain handicapé émotionnellement, qui doit trouver l'amour, mais sans avoir le droit de le ressentir. Voilà, ça c'est bien dit, tiens. Voilà, c'est comme ça que je dirais. C'est assez joli, assez juste. Ça veut dire que quand tu arrives dans l'adolescence, t'as des crushs, t'as des histoires qui te marquent, tu sais exprimer tes sentiments, ou c'est un truc compliqué? Non, j'exprime pas trop mes sentiments par les mots, en tout cas. J'essaie de les exprimer par des attentions, par de la présence, par de la protection. Tu vois, je reste quand même dans des codes qu'on m'a enseigné, puis que j'ai vu aussi dans toutes les représentations culturelles que j'avais, tu vois.
Après, il faut savoir que moi, à l'adolescence, si tu veux, j'ai connu différentes phases, hein, puisque quand j'étais petit, j'étais de taille moyenne et gros. Et à l'adolescence, suite à un voyage au Burkina Faso notamment, je vais maigrir d'un coup et grandir d'un coup. Mais vraiment très très vite. Ouais, donc tu te métamorphoses. Ouais, et ça va bizarrement changer beaucoup. Et je vais aussi me mettre à faire plus de sport, du coup. Et ça va changer beaucoup de choses dans ma relation aux autres, ou plutôt dans les relations que les autres ont avec moi, dans la perception qu'ils ont de moi. Et là, en effet, il va y avoir des relations avec des défis que moi j'apprécie, certaines que j'ai aimées, certaines que j'aime. Et voilà. Mais toujours avec des choses aussi, tu vois, qui vont venir perturber les choses, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. Tu vois, quand t'es ado, il faut l'embrasser, il faut lui toucher les seins, il faut les voir, il faut placer tes mains entre ses cuisses, il faut quoi. Et donc à un moment tu fais parce qu'il faut. Et puis une fois que c'est fait, tu te rends compte que c'était pas si ouf que ça. Et genre pendant tout le lycée, tu vois, alors faut savoir qu'aussi à ce moment-là, moi je vendais du shit et j'étais plus axé sur la vente de shit et voir mes potes. Plutôt que les meufs. Voilà, clairement. C'est à la fac après que ça s'est décanté, quoi. Ok. Est-ce que tu fantasmais la cellule familiale, le couple uni Non. Non, pas du tout. Non, on n'est pas du tout. Maintenant, si on prend la machine à remonter le temps et qu'on remonte il y a 20 ans, donc tu avais un peu plus de 20 ans, si mes calculs sont bons. J'avais 22 ans quand je me suis mis avec Noëlla. Est-ce que tu peux me raconter quelle est la période de ta vie que tu traverses et dans quel état tu es à ce moment-là? Et dans quel contexte tu vas rencontrer Noëlla? Alors, moi, je travaille au McDo à ce moment-là, à Villeneuve-d'Ornon, depuis 2002. J'ai d'ailleurs à ce moment-là arrêté mes études pour ne faire que ça. Faut savoir qu'à côté, j'étais aussi arbitre de handball de haut niveau et qu'en fait, du coup, en travaillant au McDo, en ayant quand même tous mes week-ends pour aller arbitrer, même si parfois on faisait travailler le matin, enfin voilà, c'était des grosses journées. Voilà, je suis plutôt en train de vie correcte, c'est plutôt cool, en tout cas à mon âge, et je m'amuse. Et donc là, du coup, tu vois, j'ai passé la fac, donc j'ai beaucoup découvert du coup les relations amoureuses. Les relations amoureuses. Non, mais à l'époque, je sais pas si t'as connu, mais tu vois, j'étais aussi sur des chats, les scripts, les salons Wanadoo, IRC et compagnie. C'est quoi ça? C'était des chats en fait, tu vois, comme les trucs Caramel, mais fait par Wanadoo en fait. Donc c'était ce qu'on appelait des salons IRC. Et c'était un bésodrome. Et je travaillais au McDo, et là aussi, le McDo, c'était un bésodrome. Donc, c'était les ancêtres des apps de rencontre, quoi. Exactement. Et, mais en côté très festif, parce que tu vois, en fait, on se réunissait. Non, mais vraiment, on se réunissait, si tu veux, tous les week-ends. On était en boîte. Non, mais tu vois, on était un groupe, on se retrouvait en boîte. Et dans ce groupe, après, ça baisait dans tous les sens, quoi. J'étais à la fac aussi, et la fac, c'était un bésodrome. Enfin, voilà, ça baisait beaucoup. Et notamment au McDo. Et en fait, Noëlla, elle va venir travailler au McDo. Donc moi, à ce moment-là, ça fait à peu près 3 ans que j'y suis. Et moi, à ce moment-là, j'avais un petit peu évolué. J'étais formateur. Donc avant d'être manager, tu vois, j'étais formateur. Et donc voilà, je vais la voir. Je vais la trouver très jolie. Est-ce que quand tu te souviens de la première fois que tu l'as vue? Je me rappelle pas de la première fois que je l'ai vue comme ça. Par contre, je me rappelle de la première fois où je me suis dit, tiens, elle est jolie. Elle était en cuisine au McDo? Et non, elle était en tenue civile. Elle était tu vois, on dit civil, c'est comme à l'armée. C'est clair. Elle était en tenue civile. Et en effet, je crois qu'elle sortait un truc comme ça. Et j'ai de la trouver. Je me suis dit, tiens, elle est quand même très très jolie. Je vais un petit peu lui tourner autour, notamment au boulot et tout. Après, tu sais, c'est compliqué parce que, mine de rien, il y a un rapport hiérarchique déjà qui est en place. Donc, faut faire un peu gaffe quand même. Mais à ce moment-là, moi, je faisais pas très gaffe. Hein. Elles sont strictes, les règles chez McDo? Dans une certaine mesure. Enfin, en tout cas, là où j'étais, quoi. Disons que si tu commençais à avoir couché avec toutes les équipières de tout le restaurant, ça commençait à poser problème, quoi. Apporter quelques tensions. Ouais, ça peut être compliqué. Et du coup, on va sortir boire un verre. On va se mettre ensemble. On va avoir une petite période où on va se mettre ensemble et puis on va se séparer. Et puis on va se remettre ensemble quelques mois après. Et là, notre histoire va commencer. On est à l'été 2005. Et quand tu dis que votre histoire va commencer, ça veut dire relation couple, officielle, exclusive? Ouais, relation de couple officielle, exclusive, parce que surtout elle va quitter McDo à ce moment-là pour commencer des études de médecine. Moi, je vais passer manager. Et en fait, si tu veux, tout se goupille aussi, voilà, en mode... parce que ça fait un peu tâche quand même, si tu veux, quand tu deviens responsable faut quand même arrêter de coucher avec les équipières à ce moment-là. Tu vois. Ok. Est-ce que tu sais dire pourquoi parce que j'ai l'impression que tu avais beaucoup d'histoires ces années-là. Est-ce que tu sais dire pourquoi
elle, il y a un truc particulier qui se passe et pourquoi c'est avec elle qu'il y a une relation plus sérieuse qui démarre? À ce moment-là, franchement, je sais pas trop. Tu vois, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas de choses rationnelles à poser dessus. Je sais pas, elle me plaît, elle m'attire. J'aime discuter avec elle, j'aime comment elle rigole, j'aime comment elle est, en fait. Tu vois, j'aime comment elle est, elle me plaît vraiment. Et en fait, on passe des bons moments, quoi. Tu vois, je veux dire, elle est pas spécialement prise de tête, voilà. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, vous commencez une relation sérieuse qui va prendre quelle forme? Est-ce que vous emménagez ensemble ou est-ce que ça reste chacun de son côté? Alors, au moment où on est en relation, moi, je suis en coloc avec ma sœur. On habite tous les deux à Bordeaux centre. On va être d'abord chacun chez soi, avec des frictions, notamment, tu vois, avec ma sœur et tout. Ça s'est peut-être compris au début, mais j'ai une famille qui est à la base quand même très toxique. Et voilà, avec des personnes qui adorent créer des problèmes ou inventer complètement des choses qui ne sont jamais arrivées. Donc c'est assez compliqué parce que du coup, Noëlla, elle prend de la place, que je lui offre moi avec grand plaisir, mais du coup, elle prend de la place. Ça peut créer des tensions. Donc bon, finalement, au bout d'un an, on va habiter ensemble et ma sœur, elle va partir ailleurs. Et voilà, d'ailleurs, on va pas se parler pendant un moment. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long et pas très intéressant, mais la seule chose que je trouve intéressante à dire quand même, c'est que on s'est retrouvé par exemple à des situations ubuesques où en mode mon père s'en est mêlé, il a banni Noëlla de chez mes parents, enfin tu vois, genre le truc horrible. Et moi j'ai fait l'erreur de vouloir, tu sais, être un peu partout. Donc pour les gens qui nous écoutent, ça c'est un truc que je tiens à dire, c'est prioriser toujours les gens que vous choisissez dans votre vie, pas celles que la vie vous a imposées. Même si vous faites une erreur, même si vous allez vous séparer un jour peut-être ou quoi, pour donner toutes les chances à la relation, il faut prioriser les gens qu'on a choisis dans notre vie. Que ce soit notre femme, notre compagnon, nos enfants, etc., nos amis. Voilà, moi je pense que c'est essentiel. C'est sûrement aussi comme ça qu'on grandit, moi je pense. Je pense que ça permet un certain détachement aussi. Donc voilà, donc ça va quand même beaucoup compliquer nos relations aussi. Noëlla, elle le vit comment? Elle le vit mal, elle le vit vraiment mal. Et puis il y a une vraie incohérence. C'est que d'un côté je lui dis que je suis d'accord avec elle, que tu vois, je m'oppose à ça, mais en même temps je vais bouffer chez mes parents le week-end, tu vois. Seul, c'est pas sain du tout. Et puis voilà, on va faire notre petit bout de chemin. Elle est étudiante, je suis manager en McDo, j'arbitre des matchs de handball. On sort, voilà. Alors la première année de médecine, elle va la rater parce qu'on fait beaucoup trop la fête. Il y a beaucoup trop d'alcool, de bédo et compagnie, donc on fait beaucoup trop la fête. Et puis après, voilà, elle va s'y mettre vraiment sérieusement. Et puis moi, je vais évoluer chez McDo. Et puis le temps va passer, elle va finir, du coup elle va s'orienter pour être chirurgienne dentiste, elle va avancer dans ses études, elle va finir ses études, et puis moi je vais me barrer de McDo en 2013, puisque j'aurais fait 11 ans chez McDo, parce que, en bon terme, j'aurais fait le tour en fait de ce qu'on avait à me proposer, moi je voulais plus, je voulais entreprendre aussi, et je vais partir en très bon terme avec mon patron, avec un projet qui finalement ne verra pas le jour, mais bref, je pars avec un projet, je pars avec quelque chose. Le projet ne voit pas le jour, donc je me retrouve au chômage. Elle, Noëlla, elle finit ses études et elle fait quelques remplacements et ensuite elle ouvre son cabinet dans la campagne du Sud-Gironde. Vraiment, tu vois, le truc bien paumé. Oui, mais où il y a des besoins, Cédric. Mais où il y a des besoins, mais aussi où il y a des avantages fiscaux. Voilà, c'est un petit paradis fiscal. Il faut être honnête. Non, tu sais, t'as des avantages fiscaux les 5-7 premières années, tu vois. Et puis après, c'est fini. Pendant cette période-là, vous faites des promesses, vous avez des projets, vous projetez votre vie ensemble d'une certaine manière? Pendant cette période-là, on projette toujours notre vie ensemble. On va connaître du tumulte, puisque va y avoir des infidélités, de part et d'autre, par ailleurs. Que tu expliques pourquoi? Comment? Alors, pour ma part, je vais pas me permettre de parler à la place de Noëlla. Pour ma part, en tout cas, déjà, c'est comme ça qu'un couple fonctionne. Tu vois, c'était... t'as un problème... au lieu de le régler et d'affronter le problème et d'aller au fond des choses, tu vas attendre que ça passe ou tu vas trouver contentement ailleurs ou tu vas, pour te venger un petit peu, aller chercher ailleurs, tu vois. Ce qui est pas très sain. Moi, j'ai pas de problème, si tu vois, avec les modèles de couple non exclusifs, mais je pense que quand tu deviens non exclusif dans une optique de mouvement négatif envers l'autre, c'est pas une bonne idée, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est tacite ou c'est dit entre vous que... Non. Ok. Non, c'est pas du tout assumé. Donc on reste dans le modèle hétéro, fidèle. Voilà, en surface, ouais, tu vois. Est-ce qu'il y a une notion un peu, souvent à cet âge-là, en fait, parce que vous étiez jeune, vous étiez dans votre vingtaine, il y a aussi la notion de faut que je vive un peu ma vie aussi avant de
devenir un couple, une famille, etc. Non, enfin, pour ma part, moi, je l'avais déjà bien vécu. J'avais vraiment eu beaucoup de partenaires en peu de temps. Et c'était pas ça. Non, c'était pas ça du tout. C'était vraiment juste... je sais pas comment dire, hein, parce que moi, j'ai jamais cessé de l'aimer, tu vois. Donc, mais j'avais juste pas la bonne programmation non plus, tu vois. Et pour moi, la tromperie, tu vois, ça faisait partie de la vie normale d'un couple hétérosexuel qui était sérieux et tout, tu vois. Voilà, ça faisait aussi partie de ça. Bah parce que c'est ce que j'avais connu autour de moi, parce que j'avais aussi un rapport à ce moment-là à la sexualité. J'avais un rapport aux femmes qui était que chaque femme pouvait potentiellement être une séduction potentielle. À ce moment-là de ma vie, chaque femme avec qui je parlais, de par la masculinité dans laquelle j'avais été éduqué, enfin voilà, dans la construction que j'avais eue, chaque femme était une potentielle personne à séduire, quoi. C'était compliqué. C'était compliqué, tu vois, j'avais pas fait de thérapie encore à ce moment-là, donc c'était compliqué d'avancer au milieu de tout ça. Tu t'estimes perdu à ce moment-là ou... Ah oui, à ce moment-là. À ce moment-là, j'estime que je n'ai pas les bonnes réponses saines pour une relation saine, mature, respectueuse, en permanence, etc. Tu vois. C'est la construction que j'avais à ce moment-là. Et ça va mener à quoi, du coup, cette situation bancale et ça va mener qu'on est quand même ensemble, qu'on fait des projets ensemble, qu'on se soutient beaucoup dans nos projets aussi, ça c'est important, on est toujours là l'un pour l'autre, tu vois. Donc, et mine de rien, si tu veux, voilà, on se pousse vers l'avant. Tu sais, moi, ça fait des années, et c'est encore le cas aujourd'hui, que je dis, moi, tu sais, souvent, les gens ils disent, j'aime mon mec, j'aime ma meuf, mais ils te disent jamais pourquoi. Moi, je peux te dire pourquoi j'aime Noëlla, parce que Noëlla, elle me rend meilleur. Ça, c'est le premier point. Elle me rend meilleur. C'est une femme qui est déterminée, qui est pourtant en proie à plein de doutes, mais qui avance comme ça avec une certaine détermination au quotidien, sur qui on peut compter, qui est capable d'énormément de soutien, et qui est capable aussi d'une remise en question incroyable, mais ça, je vais y venir. Et donc voilà, donc on s'aime, si tu veux, quand même, et je vais même la demander en mariage, tu vois. Et donc on prévoit de se marier. Alors tu vois, par contre, le truc pas très malin, c'est que du coup, ça doit arriver, je sais pas, en 2012 ou 2013, je sais plus, la demande. Et en tout cas, on doit se marier le 9 juillet 2014. La demande en mariage, tu tombes dans les codes hyper romantiques ou pas? Complètement. Alors, je vais essayer de faire plusieurs fois, mais ça va être un peu déjoué. Et oui, en effet, on va essayer de tomber... ça va se faire à Disney, voilà, tu vois, un truc un peu sympa. Et oui, mais parce qu'il faut jouer les films qu'on a vus, il faut avec les moyens qu'on a, mais tu vois, il faut jouer ces scènes-là. C'est vraiment un moment où je pense que je jouais ma vie par rapport à ce que je pensais qui était attendu plus qu'autre chose. Donc on est en 2014, et en fait, moi je vais démissionner du McDo à l'été 2013. Le projet que je veux monter va être avorté en décembre 2013. Noëlla va ouvrir son cabinet en juin 2014. Moi, je suis au chômage pendant cette période-là. Je vis pas très bien cette première période de chômage. Et on est censé se marier donc en juillet 2014. Donc ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout annuler un mois avant. Et là, c'est moche parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que moi, je suis plus heureux en fait. Ce mariage va faire intervenir dans notre vie la famille, la belle famille. Ça va venir faire beaucoup de dysfonctions. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout annuler. Donc, il faut tout annoncer à tout le monde, etc. Donc, je te laisse imaginer tout ça. Je vais retourner chez mes parents quelques temps. Puis, on va pour autant pas se séparer. Parce qu'en fait, on va discuter. Et en fait, ce qui est de fou, si tu veux, c'est qu'au moment... moi, je me rappelle avoir ressenti beaucoup de tristesse à l'annulation du mariage, à la potentielle séparation et tout. Mais en fait, du coup, je vais dire ce que j'ai à dire. Et surtout, je vais ressentir un soulagement, quoi. Enfin, du fait que le mariage soit annulé? Ouais. En fait, je me sentais soulagé. Je me sentais soulagé parce que j'ai tout fait à ce moment-là. Encore une fois, par la pression, la présence de la belle famille. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, moi, par contre, je vais être très mal. Je vais très vite voir un psychiatre, en passant par mon médecin traitant. Je vais très vite être mis sous médication et suivi par ce psychiatre à peu près 5-6 semaines ou peut-être 7, je sais plus. Le temps que ça aille mieux, parce qu'en fait, déjà, je m'arrête pas de pleurer. Pendant 3-4 jours quasiment non-stop, je n'arrête pas de pleurer, je ne m'arrête pas. Ah oui, donc pour toi, il y a un électrochoc, il y a un vrai traumatisme sur cet événement. Ah ouais. Et puis au bout de quelques semaines, donc bien sûr, on discute avec Noëlla et tout. Voilà, elle voit aussi que je m'arrête pas là, que moi, je vais voir un psychiatre, que je vois bien que j'ai un problème et que je veux le résoudre. Avec ou sans elle, par ailleurs. Mais je veux le résoudre, c'est mon problème. Et en même temps, petit à petit, je vais réussir à me livrer, tu vois. Je vais réussir un petit peu à lui expliquer que j'étais pas heureux, que ce mariage ne me convenait pas, qu'on m'imposait beaucoup de choses. Enfin voilà, que c'était très dysfonctionnel. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu arrives à mettre des mots, à formuler, à t'adresser à elle et à discuter? Parce que c'est perdu, foutu pour foutu. Une fois que t'as plus rien à perdre. Moi, du coup, je vais voir un psychiatre.
Elle va aussi commencer une thérapie de son côté. Et ensuite, une fois que le psychiatre, voilà, je me rappelle très bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, mon job, c'est de m'assurer que vous n'êtes pas en danger ni pour vous ni pour les autres, et ou que vous avez besoin de médicaments ou pas. Il me dit, vous avez plus besoin de médicaments, vous n'êtes pas en danger pour vous ni pour les autres. Par contre, faut que vous enchaîniez avec un psy, donc je vais aller chez la psy. Ce travail avec le psychiatre et la psychologue, c'est quand même pas un truc auquel tu étais préparé, vraiment, si je comprends bien, ton enfance, la façon dont tu as grandi. Non, mais j'imagine que le psy est vu comme le grand Manitou et que c'est quand on est un fou qu'on y va, quoi. Exactement, mais totalement, tu vois, totalement dans ce stéréotype. Ce qui va se passer aussi à ce moment-là, c'est qu'on va arriver en novembre, je vais commencer du coup une thérapie. Noëlla fait une thérapie de son côté et on va faire une thérapie de couple aussi. On sait qu'on s'aime, si tu veux. On sait qu'on s'aime. Du coup, à la thérapie de couple, on va parler de tout. On va tout mettre sur la table, aussi de la notion de fidélité, si tu veux, parce qu'on n'avait pas forcément la même vision et tout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des carcans à faire sauter, tu vois, des choses comme ça dans notre vision du couple. Mais surtout, et donc je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment ce moment hyper important, je trouve, où la psy, à la thérapie de couple, elle nous regarde, elle nous dit, mais vous, en fait, ça va très bien. Enfin, votre couple, il va très bien. Tant que vous êtes dans votre bulle, votre couple va très bien. Mais dès que vous laissez des personnes toxiques, que ce soit ma famille à moi, mon père, ma sœur, machin, sa famille elle, sa mère, machin, aussi sa famille, elle est métisse malgache, elle avait aussi une famille malgache qui était pas très agréable avec moi, et voilà. C'est en plus, tu t'accumules du ressentiment, tu vois, quand l'autre ne te défend pas, mais de la même manière que moi, je l'avais pas assez défendu, si tu veux, par rapport à mon père, au bannissement et tout. Donc, on va gérer tout ça. Et moi, là où je suis hyper admiratif de Noëlla, si tu veux, quand même, c'est que elle avait une partition qui était facile à jouer, tu vois. C'était la partition du Cédric est un connard et moi, je suis dentiste maintenant, je vais refaire ma vie et voilà. Et je vais juste être blessé par un gros connard et puis c'est tout. Et elle, non, elle a vu au-delà de ça, elle a compris le fait que, quelque part, même si ma réaction est encore une fois emplie de lâcheté et totalement inadaptée, elle avait sûrement une responsabilité dans pas que ça arrive, mais dans ce que j'ai ressenti. Et après, moi qui ai eu les mauvais comportements. Et si tu veux ça, je t'avoue que je suis resté assez admiratif de waouh, la meuf, elle traverse ça. Tu l'as dit, c'est un acte d'amour en vrai. Hein. Vous vous aimez encore. Donc en fait, elle, de garder le lien, d'être là pour t'écouter, de garder la communication avec toi en vrai, et même d'aller voir le psy de couple, c'est que ouais, c'est un acte d'amour, c'est clair. Puis moi de mon côté chez la psy, si tu veux, je vais ouvrir les vannes. Enfin, dis-toi que j'ai pleuré donc du coup à 31 ans pour ça, mais j'avais pas pleuré depuis 22 ans dans ma vie. De mes 9 ans à 31 ans, je n'avais pas pleuré. Tu sais exactement dire que t'as arrêté de pleurer à 9 ans ? Parce que je me souviens, ça m'est revenu exactement avec le travail avec la psy. Et voilà, mais il y a beaucoup de choses qui me sont revenues. Il y a aussi je vais pas non plus forcément entrer dans les détails, mais il y a aussi des VSS que j'ai subis étant enfant, qui sont revenus, et qui viennent aussi alimenter, si tu veux, cette vision de la sexualité, de la femme, de la relation et tout, tu vois, donc, puisque c'était par des femmes. Mais moi, si tu veux, ce que je vais surtout vivre, c'est une reconnexion à mes émotions, c'est le fait d'assumer plein de choses, c'est me retrouver, moi, dans ce qu'on appelle un peu le concept de l'enfant intérieur, si tu veux, de retrouver le petit Cédric, d'apprendre à me réparer tout seul, à m'auto-réparer, etc. Et d'assumer qui je suis complètement, à tel point que, tu vois, pour te dire, je vais être embauché à la FNAC en novembre 2014, et c'est marrant parce que dans les entretiens d'embauche, si tu veux, j'ai pris le parti d'être totalement moi-même, c'est-à-dire que tu sais, quand on t'embauche en tant que cadre, donc j'étais embauché en tant que cadre, quand on t'embauche en tant que cadre dans les grands groupes, comme ça, on te parle souvent de mobilité et tout. Et moi, si tu veux, j'étais transparent avec eux, je leur ai dit, écoutez, je vais pas vous mentir, moi j'ai annulé mon mariage il y a 3 mois, on est en train de réparer notre couple, peut-être que ça a marché, peut-être que ça va pas marcher. Donc moi, je peux pas vous dire dans 2 ans, dans 3 ans, si je vais bouger ou pas, parce que peut-être que j'aurai une attache ici, peut-être que j'en aurai pas. Je ne sais pas. Et je leur ai dit, on est en train de voir des psys et tout, machin, et voilà. Et c'est quand même particulier, un entretien d'embauche, tu veux, de balancer ça. L'entretien d'embauche, c'est le carcan, le cadre auquel tu as l'impression d'aller déguiser en quelqu'un d'autre pour répondre à ce que tu penses que les employeurs ont envie d'entendre, quoi. Typique. Enfin, c'est ça. Le pire, et en même temps, tu vois, ça a joué en ma faveur. Et comme j'avais été transparent aussi, si tu veux, j'avais une responsable, la personne qui m'a embauché, et ma responsable directe à l'époque, c'était Muriel Vigézy, une femme formidable, qui était très humaine, si tu veux, qui m'a pas du tout jugé par rapport au psy et tout. Donc voilà. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place comme ça. Est-ce que tu sais dire, Cédric, ce qui fait que tu as réussi à mobiliser, parce que comme tu le dis, en fait, il y avait quand même rien qui te prédestinait à réussir à faire ce travail sur toi-même et à mettre en place et à mobiliser ce qu'il faut pour réussir à te reconnecter à tes émotions, à ton enfant intérieur, etc. Est-ce que tu sais, toi, ce qui a joué ? C'est l'amour pour Noëlla. Il y a 2 choses.
Un, c'est l'amour pour Noëlla parce que je l'aimais et je l'aime toujours, donc voilà. Mais je l'aimais en fait, je l'aimais et je me disais il faut faire ce qu'il faut, tu vois, il faut se donner toutes les chances. Et je me disais Noëlla, je l'aime beaucoup plus que les croyances que je peux avoir sur la psy, que la masculinité, que ce que les gens peuvent penser de moi. De toute façon, tout le monde pensait que j'étais déjà un connard. Tu vois, pareil, je veux dire, moi j'avais plus rien à perdre, j'avais juste à essayer de me battre pour l'amour et grâce à l'amour que je ressentais pour elle. Donc voilà. Et l'autre truc, c'était que je me rappelle m'être regardé dans le miroir quand même et m'être dit non mais tu vaux mieux que ça, tu vois. Non, enfin bouge-toi, tu vois. Bouge-toi, bats-toi, fais quelque chose, quoi. Ce travail de couple, en fait, qu'est-ce qu'il va donner? En tout cas, moi, j'étais beaucoup plus à l'aise avec moi-même. En plus, à ce moment-là, je reviens, donc je trouve un emploi de cadre à la Fnac et tout, donc ça me fait du bien. Elle travaille donc aussi en tant que chirurgienne dentiste avec l'ouverture de son cabinet et tout. Et le couple là-dedans, il va se reconstruire tranquillement, petit à petit, avec tout ce que ça implique aussi, avec un manque de confiance aussi par endroits, notamment les premières années, etc. Mais voilà, le couple il va se refaire, le couple il avance, le couple va surtout beaucoup se parler, beaucoup plus qu'avant, on va beaucoup plus se dire les choses. En tout cas, moi, je vais beaucoup plus dire les choses. Je vais aussi, si tu veux, pareil, la thérapie a vraiment tout changé, tu vois, le simple fait, tu vois, de comprendre que quand elle me parle, elle avait juste besoin d'écoute et pas forcément que je trouve des solutions, tu sais, ce truc, nous les petits garçons, on était éduqués, dressés à être des héros, donc quand on nous raconte quelque chose, faut trouver des solutions, alors que la plupart du temps, souvent, que ce soit Noëlla ou d'autres partenaires que j'ai pu avoir, elles avaient juste besoin de parler et d'être écoutées. Tu dis que c'est un trait masculin. Je pense que on est nombreux à être dans ce schéma-là, de chercher des solutions quand on a un ami en détresse ou face à nous. Il y a eu des études de genre réalisées là-dessus. J'en ai parlé avec Manuela Spinelli. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes qui ne sont pas dans ce schéma-là, hein. Mais tu sais, c'est majoritairement, c'est des traits qu'on va retrouver chez les garçons, quoi. Ok. Pour moi, c'est une forme d'empathie, en fait. Tu as envie d'aider l'autre à tel point que tu veux lui suggérer des solutions. Et en même temps, c'est hyper toxique. Parce qu'en fait, tu vas fournir des solutions que toi, tu mettrais en place. Donc, ça n'a pas de sens. Vous allez réussir à recoller les morceaux et à repartir sur une relation saine? Ouais, on va repartir sur une relation saine, à recoller les morceaux. Alors, bien sûr, avec toujours des hauts et des bas, mais avec quand même une capacité à discuter, à échanger, à trouver des solutions ensemble. Qu'on n'avait pas forcément avant de la même manière, tu vois. Voilà, on va avoir des fonctionnements beaucoup plus sains. Puis après, ce qui va se passer, c'est que on va aussi penser à, une fois que la relation va mieux, on va penser à faire un bébé, sachant que moi, à ce moment-là, je suis muté à Poitiers en 2017. Et on décide que non, ça va, on va quand même faire un bébé. Mais là, donc j'habite à Bordeaux, je travaille à Poitiers. On va quand même faire un bébé, puis Sarah va arriver en 2018. Et là aussi, ça va être hyper intéressant parce que tu vois, même là, tu vois, quand je dis que Noëlla me rend meilleur, c'est que je pense que c'est important de parler de ce côté paternité, si tu veux, puisque moi, quand j'ai voulu être père, l'envie d'être papa, ça m'a travaillé à 28 ans, tu vois. Et je suis devenu père à 35 ans. Et donc Sarah est arrivée en 2018, mais genre, tu vois, encore en 2016, tu vois, quand j'en parlais avec Noëlla, moi, il y a un truc que je voulais pas être, c'était être un père violent. Parce que moi, j'ai connu les fessées, les gifles, le martinet, les punitions, les humiliations. Pas que de la part de mes parents, par ailleurs, hein. Donc j'ai connu tout ça, beaucoup. C'est incroyable quand tu y penses, c'était il y a tellement pas longtemps, quoi. Et oui. Et donc, si tu veux, je voulais pas, mais à ce moment-là, tu vois, je pouvais encore dire à Noëlla que quand même, si l'enfant va trop loin, s'il pousse le bouchon, une gifle, ça remet les idées en place. Et je me rappelle qu'elle m'a dit, non. Non, en fait, non. Non, jamais, en fait. Jamais, c'est pas possible. Et donc là, je me suis dit, putain, il faut que je l'écoute quand même, tu vois. Et donc, je me suis formé, pourrait-on dire, puisque en fait, moi, autour de moi, je n'avais aucun exemple de père non violent. Ça n'existait pas. Et par ailleurs, si j'étais pas dans cette violence et dans cette peur de la figure paternelle, je ne savais pas ce que c'était être un père. Donc, en fait, j'ai dû bricoler à grands coups de lecture, de documentaires, de podcasts, etc., à me renseigner, à trouver où est-ce que moi je voulais me situer, etc. Et surtout, comment faire sans violence. Parce que c'est quand même la grande question. Quand on dit faut pas être violent, mais qu'on ne dit pas comment faire, ça c'est plus compliqué. Et pareil, tu vois, sans Noëlla, je serais pas du tout le père que je serais aujourd'hui, tu vois. T'aurais pas trouvé cette mission de vie non, puis en plus, je veux dire, papatriarcat, c'est son idée, donc... tu vois. Ah, j'adore.
Et le nom, c'est un brainstorm. Non, le nom, c'est moi. Le nom, c'est moi. Donc, tu vois, du coup, je vais devenir papa donc, le 7 juillet 2018. Et on va vivre tout ça ensemble et ça va être merveilleux. Et vraiment, tu sais, la parentalité, ça nous a vraiment rapprochés, tu vois, aussi dans le sens où on a évolué ensemble là-dessus, avec des points de tension et de dissension, tu vois. Mais pareil, tu vois, on a vraiment appris à communiquer. Donc, on évolue ensemble là-dessus. Moi, je sais que je ne serai pas le père que je suis sans elle. Ça, c'est une évidence. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais prendre donc mon congé paternité accolé à des congés, donc je vais être un mois là. Je vais aussi prendre 2 mois de congé parental, donc je vais revenir travailler en octobre. Meilleure décision de ma vie. Tu m'étonnes. Par contre, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que je vais pas être souvent là, tu vois, la première année comme ça. Après cette période où j'étais très beaucoup là les premiers mois, je vais pas être souvent là, tu vois. Je travaille à Poitiers, j'habite à Bordeaux. Ouais, tu fais des allers-retours, quoi. Donc voilà, et moi, je vois à peine grandir ma fille à ce moment-là. Voilà, c'est compliqué. La relation avec ma fille peut être compliquée, pas dans le sens où elle me fait chier ou quoi, c'est juste qu'en fait, elle me voit pas assez. Tu vois, elle me voit quelques heures dans la semaine, et quand je viens le week-end, ça peut prendre tout le dimanche pour qu'elle vienne dans mes bras et tout. Enfin voilà, c'est compliqué. Et je suis pas heureux, Noëlla non plus. Ma fille, je pense pas que ça l'enchante. Et donc, ce qu'on va se dire, c'est que je vais faire tout le nécessaire pour revenir du côté de Bordeaux. Et s'il faut, je quitterai mon emploi. Mais que l'échéance, c'est janvier 2020. On décide ça fin d'année 2018 et on se dit, voilà, on prend une année où, voilà, on va peut-être en chier tout. Après, j'avais quand même beaucoup de congés, donc c'était cool, tu vois, sur 2019, j'avais pris 10 semaines de congés, donc c'était quand même cool. Mais voilà, on va se laisser cette année-là. Il se trouve que la Fnac Darty, par ailleurs, à ce moment-là, n'a pas répondu présente à ma demande de rapprochement familial. Et donc, j'ai quitté mon emploi en janvier 2020. Et en fait, fin d'année 2019, à ce moment-là, on part en voyage aux États-Unis pour que Noëlla se forme avec la petite et tout, sur un sujet de santé. Et en fait, elle va me dire, mais tu sais, chérie, parce que tu sais, nous, on a fait plein de choses, pas comme les autres. Enfin, pas comme les gens autour de nous. C'est-à-dire qu'on a fait de l'allaitement, Sarah, elle était 4 ans, que de l'allaitement, du cododo, du portage, déjà j'ai pris un congé parental, de la diversification menée par l'enfant, Enfin, on a fait tous les trucs, tu vois, on a testé un peu toutes les cases. On s'est pas non plus mis la pression, tu vois, faut pas halluciner, mais on a tout testé, en tout cas ce qu'on voulait. Et du coup, moi, je m'étais renseigné sur tout. Et comme bien entendu, comme la plupart des gens et la plupart des parents, on nous donnait des avis qu'on n'avait absolument pas sollicités. Si tu veux, j'avais toujours appris à répondre, mais sans être dans la confrontation, tu vois, un peu dans la didactique, des choses comme ça. Mais bien, bravo. Franchement, je n'ai qu'une chose à dire, bravo. Parce que pourtant, ils sont tellement chiants. Et du coup, en fait, Noëlla, en m'entendant répondre à la famille, aux amis et aux collègues et tout, elle m'a dit, mais tu sais, chérie, ça serait... Elle était à fond podcast, tu vois. Et elle m'a dit, franchement, je t'imagine trop bien raconter ça à un micro. En plus, il n'y a pas d'homme qui en parle et tout. Et si tu veux, nous, à ce moment-là, on est 2019, fin d'année à la Fnac. J'ai dû lui dire un truc genre, ouais, bonne idée, mais pas là, tu vois. Enfin, là, j'ai autre chose à faire, c'est Noël. Enfin, tu vois, on se fait éclater au magasin, c'est pas trop le moment. Et puis, en fait, assez vite, en janvier, je veux dire, tu sais que ton idée de podcast, là, pourquoi pas, c'est intéressant. En plus, le Covid va passer par là. Et on va vraiment faire plein de choses ensemble, puisqu'on a fait de l'instruction en famille, tu vois, avec notre fille. Aussi, donc elle n'est pas allée à l'école les 2 premières années. C'est là où moi j'ai pu renouer vraiment beaucoup de liens avec elle. Et voilà, donc on va grandir comme ça ensemble avec des difficultés, avec des sujets de couple aussi. Est-ce qu'on fait un 2e bébé? Quand est-ce qu'on le fait? Parce qu'elle, elle en voulait un plus tôt et moi j'ai temporisé, etc. Et puis finalement oui. Et donc Lucas est arrivé en 2024. Donc voilà, donc on a un chouette écart d'âge finalement. Et puis on va même, tu vois, prendre une décision de vasectomie que j'ai fait en janvier dernier. Et voilà, et tout ça, c'est très discuté dans le couple, tu vois. Tout ça, c'est très discuté. Et je sais, tu vois, il y a tellement de sujets dont on parle avec beaucoup d'ouverture. Tu vois, je me rappelle que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet féministe, vraiment, tu vois, en profondeur, j'ai eu cette question à Noëlla de lui dire mais chérie, est-ce que tu t'es déjà forcée? Heureusement, j'ai jamais insisté quand elle a dit non. Voilà, donc tant mieux. Mais sans même qu'elle dise non, si tu veux, elle m'a dit oui, je me suis déjà forcée parce que voilà. Et moi, tu vois, je me suis senti hyper mal en mode putain, mais merde. Tu vois, mais je t'ai forcé à faire l'amour en fait d'une manière ou d'une autre. Et elle, tu vois, elle a cette présence d'esprit et cette nuance et cette pertinence de dire oui, enfin, d'un autre côté, je l'ai aussi fait parce que mes constructions sociales m'ont poussé à le faire. Et d'elle-même, si tu veux, de me dire, et est-ce que toi, tu m'as pas déjà fait l'amour alors que t'avais pas envie si on passe la construction de la masculinité qu'il faut baiser tout le temps, mais parce que t'as peur que je fasse la gueule ou que je me dise mais pourquoi tu m'aimes pas, mais qu'est-ce qui se passe, je t'attire pas. Et je dirais si, c'est déjà arrivé. Elle me dit ben voilà, est-ce que c'est pas aussi une forme de contrainte, tu vois. Et tu vois, elle a cette intelligence-là, tu vois, cette pertinence-là de voir les zones de gris réelles qui existent dans un couple qui est ensemble depuis plusieurs années, j'insiste là-dessus. Mais tu vois, et surtout on a ces discussions-là
Alors que, tu vois, quand j'en parle avec des amis à moi, mais pour eux, c'est inimaginable dans leur couple d'avoir ces discussions-là, quoi. Bah, c'est un vrai sujet. J'ai d'ailleurs un épisode que je vais sortir fin juillet ou début août où j'en ai parlé avec Colette Se Confesse de comment aborder le sujet de la sexualité au sein du couple sur les couples qui sont ensemble depuis un certain temps. Parce qu'en vrai, t'en parles au début de la relation, mais après, t'en parles plus. Et c'est là que le doute s'installe et pourtant on subit toujours les injonctions de nos constructions et les injonctions qui arrivent toujours de la société via tous les biais possibles. Donc ouais, ça c'est un beau sujet. Moi, du coup, quand je t'entends parler, là, je me dis en fait, Papatriarcat, c'est toi et Noëlla, et tout le chemin, Et nos enfants aussi. c'est votre histoire, quoi. Ouais, oui, bien Oui, non, sûr. mais bien sûr. Mais c'est votre histoire, c'est votre amour, quoi. Bien sûr. C'est le résultat de tout ça. Tu sais, il y a cette phrase que les gens disent souvent, t'as de la chance. T'as de la chance d'être avec Noëlla, mais elle entend beaucoup aussi, t'as de la chance d'être avec Cédric, Papatriarcat et tout. Non, mais elles me connaissaient pas il y a 20 ans, ces personnes-là, tu vois. Elles savent pas ce qu'on a traversé, elles savent pas le chemin, elles savent pas les efforts, elles savent pas la foi même, tu vois. Enfin, pas dans le sens religieux, mais si tu veux, la foi en l'autre, la foi en l'amour qu'on ressent, qu'il a fallu mettre sur la table, tu vois, pour en arriver là. Donc voilà, et tout en gardant à l'esprit que c'est pas acquis non plus, tu vois. C'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on peut pas se séparer, parce qu'à un moment, on a des aspirations différentes. Tu sais, moi, je lui ai même dit, quand j'ai fait la vasectomie, on a fait un épisode ensemble, on parle de la vasectomie, de la décision de vasectomie, je lui ai dit, tu sais, chérie, j'aurais compris que tu me quittes pour vouloir faire un troisième enfant, parce que moi, j'en voulais pas d'autres. Mais par contre, même au bout de 20 ans, tu vois, j'aurais totalement compris, parce que je sais que c'est un choix de vie important, etc., que ça puisse mettre fin à 20 ans de relation. Et qu'on serait parti dans une coparentalité, et voilà. Ça aurait été terrible à vivre, mais j'aurais compris. Est-ce que tu veux glisser un petit mot à Noëlla ? De temps en temps, je fais ça. Quand on n'a pas entendu le témoignage de Noëlla, est-ce que tu as envie de lui glisser un petit mot ? J'en ai déjà glissé plusieurs, mais je pense que voilà, le petit mot, ça serait de lui dire que je t'aime, chérie, que je remercie la vie de nous avoir mis ensemble sur ce chemin déjà depuis 20 ans, et j'espère qu'il y aura encore au moins 20 années de plus, et peut-être pas, mais que dans tous les cas, c'est une expérience de vie merveilleuse que de passer ce temps-là près de toi, et avec tout ce qu'on a construit. Dis donc, moi j'ai envie de la rencontrer, Noëlla, après tout ce que tu m'as dit. Est-ce que tu as juste pour conclure, Cédric, un petit... Alors, je suis pas fan du mot conseil, donc j'ai toujours des périphrases à la mort moelle-neu pour dire le mot conseil, mais est-ce que une pratique ou quand tu regardes votre histoire, voilà, qu'est-ce que ça t'a appris, toi, sur comment on prend soin de ses émotions et comment on prend soin de ses relations en général et de ses relations amoureuses? Est-ce qu'il y a un truc, toi? Bon, moi, quand j'écoute ton histoire, je dirais aller chez le psy. Voilà. Non, mais je pense que tu sais, la santé mentale, les émotions et tout, moi, s'il y a des parents qui nous écoutent, ce que je voudrais faire, c'est citer mon ami André Stern. J'ai pas de conseils à donner, parce que même dans ce que je veux dire, il n'y a pas de chemin tracé, il n'y a pas de case à cocher, c'est pas une checklist, désolé, ça n'existe pas. Mais tu sais, je pense à mon ami André Stern qui dit deux choses, qui dit nos enfants deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient. Et il dit aussi que notre travail de parents, c'est de leur apprendre à travers cette phrase, je t'aime parce que tu es comme tu es. Cet amour inconditionnel, auquel on répond par la confiance inconditionnelle. Mais c'est pas complet. Parce que dire et incarner je t'aime parce que tu es comme tu es, c'est être dans nos enfants deviennent tels que nous les voyons. Pour compléter et être dans les enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient, il faut être capable de dire je m'aime parce que je suis comme je suis. Et c'est ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous êtes capable de vous regarder dans le miroir et de vous dire je m'aime parce que je suis comme je suis de façon totalement inconditionnelle. Et est-ce qu'il n'y a pas une petite part de nous, l'enfant qu'on était peut-être, à aller questionner, à aller câliner, à aller rassurer, à aller interroger, et pourquoi pas le faire avec un pro de santé mentale, oui. Pour moi, ça revient à dire... Alors du coup, j'ai pas la phrase... je peux pas citer l'auteur parce que je m'en souviens plus là maintenant, c'est une autrice d'ailleurs, mais il faut s'aimer soi-même avant d'être capable d'aimer l'autre. Ça semble très bateau, mais dans tous les échanges que j'ai avec mes auditrices, c'est souvent la clé ou une clé pour débuter une réflexion. Que ce soit en couple et des difficultés dans le couple à traverser ou des femmes célibataires qui ont envie de vivre des histoires d'amour et qui n'y arrivent pas. Donc, écoute, Cédric, merci beaucoup pour ton témoignage. Je savais que tu serais sincère, mais là, tu m'as fait un témoignage hyper authentique. Donc,
Vraiment, sincèrement, merci. Je suis sûre que ça aidera beaucoup de monde d'entendre votre histoire, ton histoire et ton témoignage. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Debbie Millman, and I host a podcast called Design Matters from the TED Audio Collective. Every episode, I have conversations with designers, writers, artists, and other luminaries of contemporary thought. People like Roman Mars, Ai Weiwei, Ethan Hawke, and Ashley Ford. We not only talk about their crafts, but how they design the arc of their lives, what they've learned, what obstacles they've overcome and how they've done it, and how they see the world. Join us for an inquiry into the broader world of creative culture. Find and follow Design Matters with Debbie Millman wherever you're listening to this. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.